quand j'ai fait le titre de championne de France en 2019 de la nage en mer, donc c'était à Royan. Et en fait, je m'y attendais pas du tout. J'ai fait une super course et puis, vraiment, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir sur cette course. Et puis voilà, à l'arrivée, c'était trop bien. J'ai vu mon coach qui a sauté de joie. C'était la première fois que je voyais ça. Et enfin non, c'est ça, ça m'a vraiment marqué. Bienvenue sur Tout un sport. Michael Phelps qui est en train d'écrire l'histoire. Vous l'avez fait les garçons. Vous êtes des géants. C'est la dernière mêlée. Allez, on touche. La libération est là. L'équipe de France est championne du monde. Et l'équipe de France championne olympique. Combien il a? Oui, Bienvenue sur Tout un sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous. Donc je suis avec Emma Durand aujourd'hui. Bonjour Emma. Bonjour. Donc Emma m'a fait le plaisir de venir de Rennes jusqu'à Paris parce qu'elle tenait à ce qu'il y ait une vraie rencontre, et c'est vrai que en termes de qualité sonore et en termes d'échange, c'est toujours mieux quand on est en présentiel, mais bon voilà, quand la distance fait, donc elle me fait le plaisir de venir, d'avoir pris le train exprès pour ça, donc merci Emma. Et on va démarrer le podcast comme d'habitude sur Tout un sport par le portrait chinois, et au fond, vous auriez vu la vignette, donc vous savez ce que fait Emma, mais Emma va vous expliquer dans le détail, mais on démarre par ce petit portrait chinois. Emma, si je te demande un lieu, tu me dirais quoi ? Je dirais Rennes. Rennes, une ville dynamique d'après ce que j'en ai vu 2-3 jours, mais voilà, on m'a dit que c'était... Oui, c'est ça. Et puis aussi, je fais tout le rapport avec ma discipline sportive, quoi. C'est là que tout a commencé et que je mets un petit peu ma vie dans cette ville, quoi, depuis longtemps, quoi. Ok, d'accord. Et tu nous diras si tu es originaire de là et tout, on laissera le dire dans le parcours. Si je te demande un plaisir gourmand, tu serais plutôt sucré ou plutôt salé ? Au sucré, le chocolat, sans hésiter. Après, si du chocolat noir pur, il y a très peu de sucre. Hein, chocolat noir. D'accord, ok, chocolat noir. Si je te demande une passion ou un passe-temps, ou les deux, ça peut être l'un et l'autre. Et du coup, je dirais mon sport et puis la musique. Vraiment, j'aime beaucoup écouter plusieurs styles d'ailleurs de musique. Voilà. Ok. Et si je te demande de me citer une personne ou des personnalités qui t'ont inspiré ou qui ont compté dans ton parcours. Et du coup, je dirais mon entraîneur qui me suit depuis plus de 7 ans et qui, exemple, et puis un peu mentor et qui m'a fait aussi évoluer sur le plan sportif, mais aussi sur le plan individuel et personnel. Ok, très bien. Avant de te laisser nous parler de ton parcours, moi j'ai 2 questions sport à te poser. La première, ce serait si je te demandais de me citer un souvenir sport ou un grand moment de sport que tu as vécu en tant que spectatrice. Lequel te viendrait à l'esprit ? Du coup, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est quand il y a eu les championnats de France de natation à Rennes en 2019. Donc, il y avait vraiment tous les grands athlètes sportifs de natation. Et le truc qui était chouette, c'est que comme ça se déroulait dans notre piscine, on s'entraîne tous les jours, le fait que l'aménagement, qu'il y ait les sportifs qui nagent dans notre piscine et tout. Donc franchement, c'était chouette. Puis on a pu assister à toute la compétition, en fait, série, finale. Donc ça, c'était vraiment super intéressant. Ok, donc tu l'as vécu presque de l'intérieur. Carrément. Et on verra que ton sport est très lié à l'eau et à la natation, mais je ne vais pas en dire plus. Et si je vais te demander un souvenir de sport ou un grand moment que tu as vécu en tant que participante. Et ce grand moment, ça ne veut pas dire que c'est forcément des championnats du monde. Ça peut être le premier moment de sport, comme ça peut être un moment où il y a eu beaucoup d'émotions pour toi. Et du coup, c'est quand j'ai fait le titre de championne de France en 2019 de la nage en mer, donc c'était à Royan. Et en fait, je m'y attendais pas du tout. J'ai fait une super course et puis, vraiment, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir sur cette course. Et puis à l'arrivée, c'était trop bien. J'ai vu mon coach qui a sauté de joie. C'était la première fois que je voyais ça. Et c'est ça m'a vraiment marqué. Et voilà, c'était trop bien. Ok, super, merci beaucoup. Donc, l'idée, et ceux qui auront regardé la vignette savent que tu fais du sauvetage sportif. Ouais. C'est le but aussi du podcast Tout un sport, c'est de découvrir des sports que naturellement je ne connais pas. Donc, j'ai pris le temps de me renseigner
enseigner, mais tu vas nous parler de ton parcours qui t'a amené à devenir aujourd'hui une sportive de haut niveau en sauvetage sportif. Je te laisse la parole, je te laisse nous expliquer ce qui t'a amené à aujourd'hui être une sportive de haut niveau. Alors du coup, c'est vrai que je suis arrivée dans le sauvetage, moi non plus au début je savais pas du tout c'était quoi. Donc en fait moi du coup je viens de Angers de base, donc un petit village à côté d'Angers. Et du coup voilà, j'ai commencé de base à vouloir prendre des cours de natation, donc piscine municipale basique. Et puis en fait on m'a dit que j'avais un plutôt bon niveau, puis je voyais qu'il y en a qui s'entraînaient un petit peu beaucoup. Enfin voilà, ça m'intéressait un petit peu. Je voyais des mannequins, des trucs un peu bizarres. Et en fait on m'a dit de venir essayer et tout. Et en fait j'ai tout de suite adhéré. Donc, alors voilà. quand tu dis j'ai essayé, tu as essayé la natation? Ouais, au début, donc cours de natation basique D'accord. pour apprendre les bases. Et en fait, après, c'est là on m'a proposé de venir faire le sauvetage parce que c'est vrai que c'était assez différent. Puis en fait, il y avait vraiment un club, c'est-à-dire qu'il y avait un groupe de jeunes, quoi. C'était dynamique. Donc même moi, ça me donnait envie, cette équipe, etc. Et du coup, c'est les jeunes eux-mêmes qui m'ont dit d'intégrer, de venir tester. Donc tout de suite, j'ai vraiment accroché. Donc ça, c'est vraiment mon club de base. Où ça s'est passé, donc ça c'était à Candé, donc dans le 49. Et en fait après, au bout de 2-3 ans, en fait il y a une section qui s'est ouverte donc au lycée Bricquigny qui est à Rennes. Et donc c'est là en fait où le coach de Rennes m'a proposé de venir faire mon double projet sport-études. Donc en fait il ouvrait une section, donc c'était la première fois, en fait dans le lycée Bricquigny il y a plusieurs sections. Et là c'était la première section en sauvetage sportif, la première année. Et du coup il m'a proposé si je voulais venir pour mettre en place un double projet. Et du coup, c'était l'année de ma terminale, donc je me suis dit ça va être un beau challenge parce que je trouve ça chouette et puis je vais sortir un petit peu de ma campagne, quoi. Ça veut dire internat, forcément. Exactement, okay. Voilà. Donc au début, j'étais pas trop pour l'internat, mais en fait, c'était la solution la plus simple, quoi. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'au lycée Bricquigny à Rennes, il y a donc tous les aménagements autour. Donc la piscine, elle est à 2 minutes à pied. Donc voilà, c'était vraiment beaucoup plus simple. Donc j'ai fait mon année de terminale, le bac, donc ES au lycée Bricquigny, avec du coup, j'ai commencé à m'entraîner donc tous les jours. Donc en piscine notamment, et du coup là on a des horaires, c'était bien parce qu'on avait des horaires aménagés, donc on finissait les cours plus tôt, on allait nager le matin tôt pour pouvoir après aller en cours, etc. Donc tu es dans la même logique que feraient les nageurs, que font les nageurs dans la natation classique. Peut-être qu'avant d'aller plus loin, on a peut-être été un peu vite et c'est moi aussi. Peut-être qu'on pourrait expliquer en quoi consiste en fait ce sport, parce que l'idée, c'est qu'encore une fois, tu arrives à la piscine, tu pourrais te dire il y a la natation et je fais partie d'un club de natation. Donc l'idée, c'est peut-être d'expliquer un tout petit peu en quoi consistent les différentes épreuves, qu'est-ce qui fait ce sport. Et pour le préciser, je vais le préciser, c'est que depuis novembre 2009, il est dans les listes du ministère des sports de haut niveau. Donc, quelqu'un qui fait ton sport comme tu le fais, et c'est pour ça que tu es sportif de haut niveau aujourd'hui. Je te laisse expliquer un petit peu ce qu'est ce sport. Ouais. Du coup, déjà aussi pour dire que le sauvetage sportif, donc il n'est pas aux Jeux Olympiques encore, mais c'est un sport défini olympique. Et donc, en fait, c'est une discipline donc, qui est divisé un petit peu en deux, puisqu'on a une partie qui se pratique en piscine et une partie qui se pratique du coup en mer. Et donc la piscine, c'est vraiment sur les bases de la natation, c'est juste que nous on a du matériel en plus, donc on va être avec des palmes, donc il y a des épreuves avec et sans palmes. On va du 50 mètres au 200 mètres, et en fait c'est beaucoup de technique et on a du matériel, donc on travaille avec des mannequins, des bouées tubes. Donc pour donner un exemple de l'épreuve on va dire phare, ça va être je vais partir sur le plot avec mes palmes et ma bouée tube, je vais faire un 50 mètres à la surface, je touche le mur, je vais venir clipser un mannequin et je vais venir le remorquer en fait sur 50 mètres. Donc en fait, il y a l'épreuve du 50, ça va jusqu'au 200 mètres super sauveteur, donc ça c'est l'épreuve phare qui serait notamment en démonstration peut-être aux Jeux Olympiques prochainement. Et du coup là, c'est vraiment une épreuve qui est technique par rapport à la natation, puisque là, mais en même temps, c'est ça qui est important, c'est qu'il faut quand même avoir des bases de natation. Et donc ça, en fait, c'est ça aujourd'hui qui est assez difficile aussi, c'est qu'il y a beaucoup de nageurs qui viennent aujourd'hui en sauvetage. Et du coup, moi, comme j'ai pas eu de base de natation, en fait, il a fallu rattraper ça aussi. Parce que sur le 200 mètres, il va y avoir quand même 75 mètres de crawl. Donc en fait, c'est énorme. Sur un 200 mètres, ça joue beaucoup. Donc il y a la partie piscine, voilà, et après donc il y a la partie mer. Donc en fait la partie mer, ça va être de mars-avril jusqu'en septembre à peu près. Et en fait l'année elle est divisée en championnats. Donc là dans un mois, fin mars, on a les championnats de France donc en natation, en piscine. Et après c'est en fin septembre les championnats de France en mer du coup. Et après au milieu d'année, donc mai-juin, donc là on a une compétition en fait qui fait 2 jours piscine et 2 jours en mer.
Et en mer, en fait, c'est complètement différent et c'est ça qui est super chouette dans ce sport. Donc en mer, ça va être discipline, la nage en mer classique, donc ça va être autour d'un 600 mètres dans la mer. Après, on va faire du paddle, on va faire du kayak. Et après, il y a des épreuves sur le sable aussi. Et après, il y a une épreuve qui combine tout. Et donc, en fait, il y en a certains qui sont spécialisés dans une discipline ou une autre. Donc, moi, je suis plus spécialisée piscine. Mais je vais venir faire quand même des compétitions en mer. Et puis, à partir de là, avril-mai, au beau jour, dans les beaux jours, je vais m'entraîner 2 à 3 fois par semaine donc en côtier, en fait. Donc, en paddle, etc., kayak. Mais bon, moi, je reste vraiment spécialisée donc, dans la piscine. Et voilà, donc c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'en fait, moi j'ai l'impression que je fais comme si je faisais un petit peu de sport, quoi, donc ça dépend, et puis ça permet de couper aussi, quoi. La saison piscine, c'est de octobre et ça finit en fin mai, quoi, et du coup, après, les compétitions, c'est super différent quand c'est en mer, donc... Oui, c'est la difficulté en mer, elle est que les éléments, entre guillemets, jouent contre vous, c'est-à-dire que pour avoir vu 1 ou 2 épreuves à regarder, quand il y a les vagues monstrueuses, quand on est à contresens, après quand elles nous portent sur la fin, on doit être content, mais à l'aller par exemple pour aller faire le tour de la bouée, voilà. Faut passer la barre. Mais voilà, c'est ça, parce qu'en fait, donc, les gros clubs de sauvetage, c'est vraiment ceux du sud. Donc on va retrouver Cabreton, Osgore, Biarritz par exemple, donc eux qui vont vraiment être nombreux et surtout en côtier, qui vont être vraiment spécialisés puisqu'ils ont clairement les conditions pour s'entraîner. Nous à Rennes, on n'a pas la mer. Il n'y a pas la mer. Du coup, on s'entraîne. Ceux qui ne savent pas, il n'y a pas la mer à Rennes. Hein. Je le dis, c'est pas parce que c'est la Bretagne qu'il y a la mer forcément. Exactement. Et du coup, en fait, on s'entraîne sur un étang, donc l'étang d'Apigné. Donc là, c'est vraiment du plat et du coup, on n'a pas les conditions, mais on essaie d'organiser. Donc souvent pendant les vacances, on va à des stages. Donc on est passé par la Torche. Des fois, on va juste à Saint-Malo, à Dinard. Et puis là, par exemple, en avril, on va un peu plus loin. On va aller directement à Cabreton pour aller un petit peu confronter quand même aux conditions et puis avec le club, quoi, faire des échanges. Et ça, c'est top, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, ça c'était pour la mer. Et peut-être qu'on peut expliquer que c'est un sport qui nous vient d'Australie, voilà. Donc okay. vraiment, c'est là-bas, c'est la discipline phare. Donc eux, par contre, vraiment les conditions, elles sont encore beaucoup plus difficiles et ils ont vraiment un niveau vraiment très élevé. Ils ont vraiment des championnats en plus tout au long de l'année, et puis s'entraînent tout le temps. Mais il y a pas mal de Français qui vont aussi s'entraîner beaucoup en Australie pour essayer d'aller prendre des marques et tout pour après revenir en France puis montrer ce qu'ils ont appris. Et du coup, la France, en fait, ça fait plusieurs années qu'elle se classe 3e au niveau mondial. Donc, c'est souvent l'Australie ou Nouvelle-Zélande qui tient la première place. Et la France, ça fait plusieurs années qu'elle est première Europe, par contre. Okay. Donc, l'équipe de France. Bravo. Bravo. Et juste avant de reprendre le fil où tu étais arrivé au lycée, comment tu es repéré par la personne du lycée de Rennes quand tu commences à Angers, parce qu'on pourrait se dire que tu es à Angers, comment il arrive à voir tes performances ou autres? Et en fait, déjà dans la région, il n'y a pas beaucoup de clubs de sauvetage, donc les compétitions, c'est un peu toujours au même endroit. Donc on allait souvent, compétition à Rennes, compétition à Poitiers, à Angers. Et en fait, on retrouve souvent les mêmes clubs du Grand Ouest. Et c'est vrai que j'arrivais... j'avais assez de facilité et j'ai fait des résultats assez rapidement. Donc ma première année de minime, là, quand je suis allée au championnat de France, j'ai directement fait des podiums. Et du coup, c'est comme ça après qu'il m'a proposé de venir. Sachant que je savais que dans mes débuts, je m'entraînais que 2 fois par semaine. Je me suis dit, ça va passer crème. Mais en fait, après, il faut savoir que plus ça augmente et en fait, il faut aller venir s'entraîner de plus en plus. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai accepté parce que je me suis pris au jeu de la compétition très rapidement, quoi, en fait. Donc, au démarrage, quand tu étais encore à Angers, l'entraînement, de la base, c'est de la natation beaucoup. Ouais, et c'est ça. après, le côté, je vais chercher les mannequins, il y a beaucoup de travail de respiration. Oui aussi, puis c'est beaucoup de travail technique. Donc par exemple, quand j'étais dans mon club, on faisait une séance natation avec les palmes un petit peu, puis après on gardait une demi-heure de travail technique. Donc on va chercher les mannequins au fond de l'eau, prise de mannequin, comment se retourner avec un mannequin, parce que aussi, ce qui est la difficulté, c'est quand on a des compétitions en bassin de 25 et d'autres en bassin de 50, faire une culbute avec un mannequin, c'est pas facile non plus, c'est comme on est avec du matériel. Et donc voilà. Ok. Et juste avant, encore une fois, de reprendre ce fil, est-ce qu'il y avait une volonté chez toi de dire tiens, si je fais ce sport, en plus ça peut me servir pour sauver des vies, pour m'engager dans certaines missions de sauvetage ou autre. Il y avait une volonté comme ça chez toi et même chez tes camarades? Ouais, bien sûr. Puis la plupart des gens qui font du sauvetage sont clairement là-dedans. En fait, ça amène directement dans le monde du secourisme, on va dire. Et du coup, en parallèle, en fait, je passais mes diplômes de secourisme. Donc ça passe par le PSC1, le premier diplôme de base.
classe, puis après j'ai passé mon PSE1, PSE2, et puis le BNSSA en fait pour pouvoir après travailler dans les piscines, surveiller, faire les saisons l'été, pour avoir l'assurance clairement d'avoir un travail l'été, un bon travail déjà, qui est assez bien rémunéré. Puis aujourd'hui en fait il y a des besoins partout et donc tu es sûr d'avoir un travail avec ce diplôme là quoi. Et puis la différence c'est que là vraiment toi c'est ton sport au quotidien, donc plonger pour aller chercher quelqu'un, c'est pas quelque chose que tu fais de temps en temps, c'est vraiment après nous on travaille avec les mannequins, mais c'est vrai que même au niveau de la réaction et puis même comme on est vraiment à l'aise dans l'eau, donc la rapidité de voir la personne, aller chercher la personne, voilà. Bien sûr. Donc si on reprend le fil de notre histoire, tu étais arrivé donc à Rennes où tu t'entraînais tous les jours, tôt le matin, comme la natation le fait. Qu'est-ce que ça rajoute le fait d'être sur du sauvetage sportif? Qu'est-ce que ça rajoute dans l'entraînement pour toi? Avec la différence avec la natation, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de matériel, donc en fait on va avoir des séances spécifiques. Par exemple, on va se dire le mardi matin on va plus mettre les palmes, le mercredi matin on va plus faire du sprint, mais en même temps le jeudi on va plus faire du long parce qu'en fait faut être aussi polyvalent dans ce sport. Il y a des semaines qui sont aménagées parce que du coup quand on rentre dans la période des beaux jours, donc la période côtier aussi, il faut savoir aménager l'entraînement, donc un petit peu d'entraînement de piscine, un petit peu d'entraînement côtier, donc en fait c'est beaucoup de déplacements aussi, beaucoup d'organisation. Mais c'est ça, c'est qu'on travaille en fait, même des fois on va faire des séances juste techniques, mannequin avec la bouée tube, des fois on va travailler aussi en fonction des échéances des compétitions, donc après c'est tout un calendrier qui est fixé en fonction des compétitions du calendrier en fait. Et est-ce qu'il y a de la partie muscu aussi? Parce que j'imagine que déjà quand on fait de la natation il y en a, mais alors là le fait de devoir supporter le poids d'un mannequin même s'il est dans l'eau, ça reste quand même... Ouais, bien sûr, on fait aussi... là par exemple, après j'ai augmenté depuis 2-3 ans les entraînements, mais oui on a 3 séances de muscu et puis aussi on va courir sur piste à peu près 1 fois par semaine parce que les nageurs aussi ils font ça au niveau de l'endurance, etc. Et du coup on fait ça la semaine quoi. Et donc arrive donc cette première année d'internat. Comment ça se passe au niveau? Parce que c'est souvent un changement, c'est souvent une question pour les parents aussi. Des fois, quand on a notre enfant qui est entre les deux, est-ce qu'il va devenir sportif de haut niveau ou pas, etc. On hésite à dire oui, il va partir en internat. Toi, ça s'est passé comment? Déjà émotionnellement, le fait de quitter la maison, t'étais contente, pas contente, etc. Enfin, comment ça s'est passé ton adaptation? En fait, mes parents ils m'ont bien dit, ils m'ont toujours suivi, ils ont été d'accord avec mon projet. Déjà, j'étais assez bonne à l'école, mais ils m'ont dit, c'est l'année de la terminale, c'est le bac avant tout, quoi. Et après, de toute manière, dans les lycées, où j'étais, c'était d'abord les résultats sportifs, les résultats à l'école avant les résultats sportifs. Donc, fallait que ça suive sur les 2 plans. Et après, en vrai, au début, j'étais vraiment motivée par le projet et tout. Bon, le premier mois, ça a été quand même super difficile, juste de changer de ville et tout. Ça va parce que je rentrais souvent les week-ends, donc ça me permettait en fait de faire la coupure. Mais du coup, je trouvais un bon équilibre comme ça aussi. Et puis en fait, les semaines, elles passaient tellement vite. Et puis franchement, c'était vraiment une ambiance franchement super agréable dans la classe puisqu'on était tous entre sportifs. Donc en fait, on ressentait les mêmes choses, quoi. On rentrait tous les week-ends chez nous. On savait que le soir, on allait tous à l'entraînement. Qu'on allait faire les devoirs un peu plus tard le soir, on était tous ensemble pour manger, etc. Donc ça c'est vraiment intéressant et je pense que c'est ce qui fait aussi que c'est important d'avoir cet emploi du temps aménagé, etc. pour pouvoir inclure dans le projet, quoi. Ok. Et sur la question de tes parents qui t'ont fait confiance, tu es issu d'une famille où il y a d'autres sportifs, tes parents sont sportifs ou pas du tout? Parce que souvent c'est la question qui se pose, c'est si tu es sportif de haut niveau, c'est que tes parents étaient des sportifs de haut niveau, ou c'est que tu as un frère, ou c'est que tu as une sœur, ou ainsi de suite. Quel est ton background familial, si on peut dire? Pas plus que... je sais que ma maman en fait, elle court, donc elle fait des marathons, etc. Mais sinon, non, vraiment, franchement, le niveau de la natation, je sais... il y a personne de ma famille, quoi, entre guillemets. Donc c'était venu vraiment, je me rappelle, c'est commencé au début, je commençais à apprendre à nager les étés. Juste, je prenais des cours juillet-août, quoi. Puis après, on m'a directement dit que j'avais quand même une bonne aisance dans l'eau. Et du coup, après, on m'a amené à des cours plus souvent sur l'année. Et puis après, ça s'est enchaîné comme ça. D'accord. Mais il n'y a pas de sportif de haut niveau? Non. Ouais. Attention, si ta maman fait des marathons, j'ai un total respect, sans aucun problème là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas tes parents n'étaient pas des sportifs de haut niveau ou autre. Non, ouais. Ok, très bien. Donc, quand tu as ton bac, je suppose, puisque aujourd'hui tu es en master.
c'est quoi les premiers résultats que tu as obtenus d'un point de vue sport? C'est quoi les moments qui ont fait dire « Ok, je peux devenir une sportive de haut niveau » et à quel moment d'ailleurs tu accèdes à ce statut de sportif de haut niveau? Et ce que je retiens aussi dans le sport de niveau, c'est que c'est long en fait. Donc la première année où je suis arrivée en sport-études, je me suis dit ça y est, je suis en sport-études, je m'entraîne, c'est bon, je vais être championne de France, machin. Et en fait pas du tout. Donc la première année vraiment désenchantement sur mes résultats, surtout les échéances les plus importantes quoi. Donc là remise en question totale quoi. Au final pourquoi j'ai fait ça, etc. Mais en fait faut juste intégrer et comprendre que en fait c'est un travail qui va se faire sur le long terme. Et au final c'est ce que je comprends aujourd'hui aussi, et c'est ce que moi je fais aujourd'hui. Oui, en fait c'est tout le long terme qui a permis voilà, parce que là il y a eu la première année, et après en fait quand je suis passée au post-bac, ça a été un petit peu plus simple entre guillemets, puisque après j'ai pris mon indépendance en appartement, etc. À la fac c'était un petit peu plus facile d'aménager, et puis après j'ai vu au fur et à mesure les résultats venir monter, parce qu'après je suis passée en fait en catégorie senior qui arrivait vite. Et donc là, catégorie senior, on sait très bien que c'est la catégorie la plus intense, on va dire. Et du coup, faut vraiment intégrer le fait que ça prend du temps. C'est surtout dans les sports comme nous, je dirais, parce que en fait, une année, tu vas pouvoir gratter 1 ou 2 secondes, mais en fait, c'est énorme, et voilà, ça prend du temps, quoi, en fait. Ce que tu veux dire, c'est que c'est du travail de fond, où il faut vraiment travailler la technique, où il faut travailler du foncier pour qu'on voit l'amélioration. Ah ouais, puis il faut être assidu, en fait. Enfin, moi, je sais que je suis quelqu'un d'entraînement, c'est-à-dire que je sais que j'ai entraînement, j'y vais, ça fait 5-6 ans que je m'entraîne vraiment beaucoup, et je mets tout en place je le sais, mais en même temps, je sais pourquoi je le fais, et ça me plaît aussi, quoi. Et puis au final, c'est ce qu'il faut retenir, puisque oui, il y a telle ou telle compétition, mais en final tous les jours je passe plus de temps à l'entraînement, et il faut aussi qu'il y ait la partie plaisir, parce que sinon c'est quand même tous les jours qu'il y a l'entraînement, et les compétitions c'est 3-4 fois dans l'année certes, mais voilà, on se surpasse aussi à l'entraînement, et donc ça aussi c'est intéressant. Et c'est ce que des fois j'entends dans la natation, pour lire assez régulièrement l'équipe, regarder des reportages. On dit que la natation, c'est un sport qui est, où on ne prend pas de plaisir. C'est-à-dire qu'il faut faire des longueurs, et c'est d'ailleurs Florent Manodou qui en parlait à un moment en disant voilà, c'est pour ça qu'il a voulu aller faire du hand. Est-ce que le fait d'avoir ce côté sauvetage sportif, et donc de varier, d'avoir les mannequins, d'avoir de la technique, d'avoir certains éléments, est-ce que ça c'est ce qui fait la petite différence avec la natation classique, selon toi? Exactement, clairement, parce que je pense que j'aurais pu faire de la natation, etc. Mais en fait, nous, par exemple, le matin à la piscine, on s'entraîne donc à côté du club de Rennes, qui est un très bon club, qui ont un très bon niveau. Et en fait, je les vois, ils bornent, ils nagent, et je me dis en fait je suis très content, je suis vraiment contente d'être dans ma discipline, parce que certes, nous des fois on a des entraînements où on va borner aussi, on va faire un petit peu de natation, mais ça va être varié quoi, et je me verrais pas faire ce qu'ils font. Nous c'est vraiment la diversité, je trouve, qui est intéressante. Et puis voilà, en fait il y a des entraînements types, donc tous les jours ça va être différent. Et puis voilà, un jour il y a les palmes, un jour il y a pas les palmes, à la séance je vais mettre ça, je vais utiliser le mannequin, d'autres la boîte tube, et c'est ça qui est important, et puis qui amène aussi c'est ça, la diversité quoi des entraînements. Ok. Et donc, à quel moment tu obtiens ce statut de sportif de haut niveau, et qu'est-ce que ça change dans l'organisation par rapport à tes études notamment? Alors du coup, j'ai eu la première fois, c'était en 2019, donc quand j'ai fait mon résultat là, de championne de France en mer. Donc ça en fait, ça apporte... il y a des critères en fait de sélection pour rentrer sportif de haut niveau. Depuis 2019, ça a changé. En fait, aujourd'hui, pour être sportif de haut niveau, il faut être inscrit en équipe de France. Donc en fait, en sauvetage sportif, il y a l'équipe de France, donc A, donc c'est l'équipe de France, l'équipe de France. Et donc il y a 6 filles SIGA, donc en senior, et après en junior aussi. Et en fait, ils ont créé aussi une équipe de France, donc A'. Donc moi, pour l'instant, je suis en équipe de France A'. Et donc là, en fait, c'est la fédération qui a choisi, c'est d'emmener en fait cette équipe-là sur des meetings. Donc on va pas sur les championnats du monde, les championnats d'Europe. Et la difficulté, c'est que tous les ans, en fait, l'équipe, elle est refaite. Donc tous les ans, c'est remis en jeu la sélection. Et du coup, à partir du moment où tu es en équipe de France A' ou en équipe de France A, là, tu es sur les listes sportives de haut niveau, listes ministérielles. Et donc, l'avantage, c'est qu'en fait, tu as vraiment un statut classifié, ministériel. C'est-à-dire que moi, à la fac, ça m'a aidé. C'est-à-dire que j'avais une attestation. Donc là, en fait, oui, j'avais le droit d'aménager. Là, c'était prouvé sur un papier que je pouvais aménager, et que quand je partais en stage, c'était pas pour rien, etc. Oui. Quoi. Et donc, ça veut dire que ça permet d'aménager les TD, je sais pas si on appelle encore ça comme ça.
désolé, je commence à vieillir, hein, mais est-ce qu'on appelle ça de cette manière-là? Est-ce que c'est ou est-ce que c'est les cours aussi à la fac? Est-ce que c'est les examens? Comment ça s'organise? Ouais, et ben en fait, c'était ça. En fait, moi, le truc que je faisais, donc je me mettais en sportif de haut niveau, donc à la fac. Donc les 2 premières années où j'étais pas vraiment listée, donc je me disais quand même sportif de haut niveau parce que j'étais quand même dans une structure d'entraînement. J'avais une charge d'entraînement hebdomadaire assez importante. Et en fait, après le suivi, c'était moi qui gérais, c'est-à-dire que les CM, quand je pouvais pas y aller, j'y allais pas. Et puis là, je demandais à des copains de rattraper. Et puis sinon, voilà, je pouvais choisir mes groupes de TD en fonction de mes horaires d'entraînement. Et donc j'aménageais comme ça ma semaine pour arriver à aller au plus des cours quand même, parce que il y a quand même la différence entre avoir un cours qu'on t'a donné et y aller, ça a aucun rapport. Mais du coup, c'est ça aussi, moi je retiens la difficulté entre guillemets du double projet, c'est d'arriver à s'intégrer dans une promo alors qu'au final t'y es pas beaucoup de temps quand même, et sans créer forcément d'affinité avec les personnes dedans, quoi. Et est-ce que ce que des fois ont vécu certains sportifs, est-ce que tu as vécu des jalousies? Parce que des fois, les gens ne comprennent pas, et donc quand on ne comprend pas, on est jaloux de l'autre, et en fait, j'ai envie de dire, prends mon double cursus, et puis... Ouais, c'est vrai. Puis surtout, c'est pourquoi les absences, etc. Mais en fait, moi, je ne suis pas absente pour aller une journée, je ne sais pas où, c'est vraiment justifié. Et ouais, c'est vrai que c'est déjà arrivé, mais après, en fait, moi, j'ai pris l'habitude. Après, je suis quelqu'un de très ouverte, etc. C'est-à-dire que dès ma première année, à la rentrée en septembre, j'explique directement aux personnes de la promo, j'explique mon profil un petit peu, j'explique que, je vais souvent aux entraînements, donc je vais louper des cours, des fois je serai en stage, etc. Donc je préfère un petit peu mettre les bases, etc. J'allais voir souvent les enseignants aussi, parce qu'à la fac, ils ont tellement d'étudiants, ils sont un petit peu noyés dans la masse, et du coup je préférais un petit peu faire ça pour expliquer directement le pourquoi du comment, et puis me protéger un petit peu entre guillemets, pour pas non plus avoir à tout le temps se justifier. Voilà. Et ce statut de sportif de haut niveau, est-ce que ça te donne droit à des aides? Est-ce que ça te donne droit, parce que le financier c'est souvent un sujet, est-ce que ça t'amène à pouvoir bénéficier de certaines aides ou pas du tout? Là je me suis renseignée juste à partir de cette année. Donc en fait il y a des aides régionales, donc là je sais que la région Bretagne, là, cette année j'ai une aide par exemple de 700 €, mais ça va être une aide ponctuelle, qui va me servir à gérer mon budget en fait, pour les compétitions, pour mon achat de matériel, etc. D'accord. Il y a les mannequins, le matériel et tout ça, il t'est fourni, tu dois venir en compétition avec ton propre matériel, comment ça se passe? Ça c'est au club. Donc moi par contre j'ai mon propre matériel, donc c'est-à-dire les palmes, donc ça les palmes c'est à moi, combinaison un petit peu comme les nageurs, et après sinon non, mannequin, bois et tube, ça va être le club qui va emmener, on a des mannequins au club, on s'entraîne aux entraînements avec, sur les compétitions ça va être la ligue qui a du matériel, voilà. Nous on a vraiment le matos palme pour nous. Et donc ça veut dire qu'en termes de gestion, par exemple, quand il y a des stages et autres, c'est la fédé qui paye, c'est toi qui dois financer, comment ça se passe? Là c'est tout moi. Donc en fait, c'est ça aussi qui est un choix aussi personnel, c'est-à-dire que j'investis énormément dans mon sport. Toutes les compétitions c'est payant, parce que nous surtout que en fait comme il n'y a pas beaucoup de compétitions, on se déplace loin. Donc par exemple là nos championnats de France dans un mois c'est à Montpellier en piscine, donc ça va être tout à nos frais, donc toutes les compétitions ça a été à nos frais, les stages aussi quand on se déplace sur une semaine, tout est à nos frais en fait. D'accord. Et donc ça veut dire que entre deux tu travailles pour financer ces choses-là. Comment ça se passe, ou est-ce que c'est papa maman qui aide avec grande gentillesse? Et papa maman ont beaucoup aidé et aident encore beaucoup. Donc on peut leur dire merci. Ouais voilà c'est ça, merci beaucoup. Mais sinon après j'ai pris l'habitude dès que j'ai eu 18 ans, c'est bosser l'été clairement pour se faire un maximum d'argent pour toute l'année quoi. Bosser aussi un petit peu les week-ends, je sais que je fais des surveillances en piscine avec le diplôme du MEDESA qui aide grandement. Après j'ai fait un petit peu comme tout le monde quoi, mise en rayon, on cherche du travail un petit peu où il faut, toujours à caser dans l'emploi du temps pour essayer de boucher un petit peu les trous, mais c'est vrai que sans mes parents de manière j'aurais jamais pu, clairement là je sais qu'en fait mes parents par exemple ils me payent mon loyer, après je suis autonome sur le reste. Là aussi cette année j'ai pris le choix de faire un master en alternance pour pouvoir aussi avoir une rémunération aussi, donc Okay. voilà. Ouais. Donc merci au papa maman de tous les sportifs et sportives de haut niveau en France. Clairement. Parce que je pense que sans eux et sans le fait de mettre la main à la poche, il n'y aurait pas grand chose, parce que malheureusement on mise pas beaucoup sur le sport en France, même s'il y a des aides, je vais pas critiquer ça, mais il y a des pays dans lesquels le sportif de haut niveau, c'est on n'y touche pas, on lui facilite la vie, il va en cours que quand il a envie, etc. Nous c'est pas trop le cas, et là en plus de féliciter les papas mamans, on peut dire bravo, parce que le fait d'aller bosser en plus les week-ends et les vacances,
ça montre vraiment une vraie abnégation. Et souvent, on a tendance à dire sportif de haut niveau égale médiatisation, égale argent, égale ceci. Les plus grands sportifs français dans ta discipline, est-ce qu'ils sont professionnels? Pas du tout. Pas du tout. Il y en a une aujourd'hui, voire deux qui sont en équipe de France là chez les filles que je connais plus, qui en vivent entre guillemets, mais elles font autre chose à côté, quoi. Enfin, vraiment, c'est pas du tout développé à ce niveau-là, surtout en sauvetage, quoi. C'est compliqué, et je sais très bien que ça ne m'amènera pas professionnellement là-dedans, ça je sais à 1000%. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de pas mettre non plus, parce que je me suis demandé en fait entre ma licence et mon master, est-ce que je prends une année où je fais que ça, etc. Mais en fait non, parce que déjà je trouve ça important de garder quand même un échappatoire pour pouvoir déjà continuer à prendre du plaisir dans la discipline, et puis aussi pour me faire un avenir professionnel, parce que je sais que le sauvetage c'est que à côté et c'est que du plus, quoi. Pour continuer à parler financier, est-ce que des sponsors qui écouteraient ce podcast peuvent venir te sponsoriser directement, et est-ce que tu as une structure permettant de toucher l'argent de manière légale, bien sûr, pas de la main à la main, et est-ce que c'est le cas aussi pour les autres athlètes? En fait, je sais qu'on avait déjà essayé, par exemple, pour se déplacer dans des grosses compétitions, notamment là, on a voulu aller au championnat du monde là, il y a 2 ans en Italie. Bon, le Covid est passé par là. Oui, mais en fait, on a essayé, donc je sais que le mécénat, ça marche pas mal. Mais moi, après, c'était plus compliqué en club. Du coup, moi, j'ai essayé l'année dernière de faire individuellement. En fait, je me suis fait un dossier, etc. On m'a donné 2-3 conseils. Je sais que j'avais été directement faire du porte-à-porte. Donc, j'avais plus été par chez moi, par contre. Donc, dans mon petit bled là, à côté de chez mes parents, parce que je me suis à Rennes, en fait je sais même pas par où commencer. Donc voilà, en vrai j'avais fait mon dossier, j'avais été directement voir les commerçants de mon village, etc. Et je sais qu'il y a une banque par exemple qui m'avait aidé, qui m'avait en fait financé ma paire de palmes, parce que nous on a du matériel aussi qui coûte très cher, donc ça m'avait vachement aidé. Et puis du coup en contrepartie j'avais floqué la marque sur mon t-shirt, et puis après je suis allé dans leur banque. Mais en fait je trouve ça, moi j'ai adhéré à ça, et puis c'est ce que je recherche aussi aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est pas facile aussi, parce que sauvetage sportif, la discipline elle est pas connue, on n'est pas du tout médiatisé, sur Instagram j'ai pas non plus le million d'abonnés, donc c'est assez compliqué. Mais c'est ça aussi que je trouve difficile, c'est que je dirais quand même le point financier, ça fait quand même une part des choses dans le sport, parce que comme tu disais tout à l'heure, je bosse à côté, etc. Mais du coup, ça rajoute de la fatigue, donc ça fait moins de récupération. Et celui qui va pas bosser, il va plus te récupérer. Je me dis, ça fait quand même un petit cheminement. Puis c'est vrai que le sauvetage, on a vraiment du gros matériel. Parce que tout à l'heure, on appuyait sur la différence piscine et mer. Mais en piscine, moi, j'ai acheté mes palmes. Mais en fait, en mer, T'es à peu près à quel prix sur les palmes Là, c'est 600-700 euros. Ah parce oui, qu'en fait, c'est des... Oui, quand même, quand tu disais à certains prix, je dis, dans ma tête, comme ça, pendant que tu parlais, j'étais en train de me dire 150, 200 euros. Non, parce qu'en fait, elles sont fabriquées en Ukraine, les palmes. D'accord. Après, ça dépend des marques, donc ça dépend avec quelle marque tu bosses. Et du coup, après, c'est comme une autre discipline à la nage avec palme, on prend le même matériel qu'eux. Et donc, c'est des palmes qui viennent de l'étranger, donc ça coûte assez cher. Et en mer, du coup, c'est complètement notre budget. Il faut acheter un kayak. Le kayak. Après, le club peut en fournir, mais c'est mieux d'avoir son propre matériel quand même. Et puis là, dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut le matériel pour le transporter. Exactement, la remorque, etc. Okay. Donc, donc là, forcément, en mer, c'est un autre budget. Ouais, clairement. Bon, je suppose que ceux qui le font en mer, ils ont aussi les endroits pour stocker, bien etc. Sûr. Mais tu as raison d'insister sur ce point-là. Sur ces dernières années, donc il y a eu la compétition dans laquelle tu as été championne de France en mer en 2019. Ça a été quoi les autres compétitions dans lesquelles tu as pu participer et dans lesquelles tu as pu performer? Alors du coup, je sais, en 2018 aussi, j'ai fait un podium en championne de France. Donc là, c'était au 100 mètres bouée tube, donc comme j'expliquais tout à l'heure. Donc la discipline où je pars avec la tube, on va clipser le mannequin, on ramène. Et puis après, sur les derniers championnats, je fais des podiums au niveau national, donc pas encore international. Mais j'espère que ça viendra après par la suite. Mais c'est vrai que là, avec les années qui suivent, donc ça fait maintenant 4-5 ans que je suis en senior, mais en fait, ça grappille de petite année en petit à petit. Et en fait, la première année de senior, l'objectif, c'est de rentrer en finale. Après, ça va être de se classer dans le top 5. L'année dernière, j'ai fait mes premiers podiums en senior. Et c'est petit à petit, ça fait 2 ans que je suis en équipe de France à prime. Le projet logique, c'est d'aller en équipe de France pour aller au championnat d'Europe, championnat du monde.
Donc voilà, mais c'est des progressions. Puis aussi, comme en natation, en fait, c'est aussi les temps. Enfin voilà, on se fixe des temps personnels, on veut battre nos records personnels, et voilà quoi. Et donc, prochain championnat d'Europe et prochain championnat du monde, ils ont lieu quand ? Alors du coup là, les championnats d'Europe, donc c'est en septembre là cette année, donc ce sera en Belgique parce qu'en sauvetage ça fait une année les championnats d'Europe, une année les championnats du monde. Et du coup l'année prochaine championnat du monde en Australie. Donc le Graal quoi, cool, si ouais. on peut dire comme ça. Et championnats d'Europe, ils ont lieu donc en septembre. Ouais, en Belgique du coup. Et championnat du monde. Ouais, en septembre l'année prochaine, donc 2024. D'accord. Du coup ce sera en Australie. Juste après les JO. Voilà, exactement. Et donc tu disais les JO, il y a la possibilité de faire de la démonstration, c'est ça qui serait peut-être prévu ? Et bah oui, alors du coup peut-être ce serait 2028 ou 2032, pas encore, mais oui voilà, parce qu'en fait pour qu'un sport entre au JO, donc il peut commencer déjà par faire une démonstration, il me semble, c'est ça. Après aussi la discipline elle est inscrite aux World Games, donc les World Games en fait c'est les Jeux Olympiques, des sports qui sont pas aux Jeux Olympiques. Et en fait moi j'ai appris ça cette année, franchement je connaissais même pas. Et donc là pareil il y a une sélection, donc la grille de temps qui est quand même drastique la sélection, mais voilà c'est sur le même principe que les Jeux Olympiques. Voilà, j'ai des camarades qui sont allés cet été, c'était aux États-Unis, enfin c'était impressionnant, vraiment aussi objectif. Donc là c'est tous les 4 ans aussi. Et mais voilà, c'est vraiment les sports qui sont pas très encore donc là connus, cet été 2022 ils y ont été, donc prochaine fois 2026. Ouais c'est ça, ouais, donc 2026. objectif en tête, ouais, 2023, carrément. 2024, 2026. C'est ça. Ok. Ouais. Et on n'en a pas parlé, mais le master que tu fais, t'en es en dernière année là ? Oui c'est ça, dernière Ok. année. Donc là au mois de juin. Normalement le diplôme. D'accord. Ouais. Et donc au mois de juin, parce qu'on est toujours dans cette idée de double cursus quand même, bien quoi sûr. qu'il en soit, tu cherches un job ? Ouais, alors là après ça va être des vraies questions d'adultes qui vont se poser. Qu'est-ce que je fais après Non mais c'est vrai parce que là voilà, j'avançais par étapes, c'est-à-dire que bon voilà, j'ai fait une licence de sociologie à la fac de Rennes 2. En fait, à chaque fois j'étais un petit peu vaste dans mes études, etc. Heureusement, en fait, je me dis heureusement qu'il y avait le sport parce que là j'étais vraiment fixée, et dans mes études j'ai toujours eu du mal vraiment à me fixer un petit peu où est-ce que je veux en venir, etc. Mais voilà, la licence, c'était trop bien, c'était super intéressant. Et après, du coup, j'ai décidé de faire un master parce que déjà, je me suis dit, en fait, je peux continuer à aménager. J'arrive à faire les deux, le sport et les études. Voilà, j'ai un bon niveau aussi, donc je me dis, je vais l'exploiter. Donc, je me dis, je vais aller jusqu'au bac plus 5. Donc là, je suis en dernière année de master. Pour l'instant, ça se passe très bien. En plus, là, j'ai décidé en fait d'allier ce que je fais dans le master dans le domaine du sport. Donc, je commence à trouver un petit peu ma voie professionnelle, etc. Donc ça, c'est chouette. Explique-nous un petit peu ce que tu fais. En fait, là, je suis en master sociologie option, donc intervention et développement social. Donc intervenir en fait dans les structures, intervention sociale générale, quoi. En fait, j'aimerais bien croiser ça avec le sport, donc être dans le socio-sport, un petit peu l'intervention sociale, mais par le sport. Donc en fait, là, je suis en stage dans un labo de recherche qui travaille avec une association donc qui est à Rennes, c'est Braise Insertion Sport. Et en fait, c'est vraiment intervenir dans les quartiers par le sport, vraiment le sport comme outil. Et du coup, je trouve ça super intéressant et concret. Enfin, c'est concret quoi. Et donc, ça me plaît à ce niveau-là quoi. Et du coup, je viens normalement le diplôme. Juillet-août, on va essayer de travailler. Voilà, normal. Comme normal. Sauf qu'en fait, les étés d'avant, je retournais chez mes parents, travailler pour les 2 mois, surveillance. Voilà, je faisais de la surveillance en piscine, en lac, etc. Là, je pense que je vais rester sur Rennes pour pouvoir continuer à m'entraîner parce que au vu des échéances qui arrivent, etc. Du coup, je vais essayer de voir pour le taf. Et puis après, voilà, septembre, je me dis oui, va falloir commencer à chercher un travail. Donc pour l'instant, je me dis que je reste sur Rennes parce que je suis en train de me créer mon réseau professionnel un petit peu cette année, mais je peux être amené à bouger et je suis pas fermé sur ça quoi. Toujours en lien, cette idée là qui germe avec ce lien avec le sport. Ouais, carrément, ouais. Okay. Même peut-être au niveau des politiques sportives aussi. Voilà, je me dis je découvre, je lis un petit peu le paysage d'acteurs cette année dans ce domaine-là, et puis voilà, je me dis j'irai où le vent me mène, découvrir les acteurs, s'il y a des opportunités, etc. quoi. Et c'est pour ça que c'est important, et c'est aussi l'idée du podcast, c'est de rappeler, parce que je peux comprendre qu'en tant que parent, des fois on se dit mon fils ou ma fille veut faire du sport de haut niveau, mais elle en vivra pas ou il en vivra pas, et est-ce qu'il va réussir, etc. Mais quelque part, moi j'ai envie avec tout un sport, et je le montre avec certains acteurs, et je vais continuer à le montrer, qu'on peut travailler dans le sport sans être un sportif de haut niveau, sans avoir atteint le championnat du monde ou autre. Il y a des débouchés dans le sport qui existent. Tu viens d'en présenter un ou deux, puis voire même d'autres. Et on va espérer que les Jeux Olympiques vont faire ruisseler un petit peu. On va croiser les doigts. Voilà, parce que on sait que des fois, on a tendance en France à être très fort sur la mise en lumière d'un coup, puis après éteindre les lumières une fois que c'est fini, parce qu'on n'est pas une terre de sport, contrairement à d'autres pays européens, mais à d'autres pays, alors, si on prend les États-Unis ou autres. Voilà.
Pour toi, donc là, on vient de parler de l'avenir études, on vient de parler de l'avenir dans ton sport avec les échéances qui arrivent. Tu vois comment l'idée de mettre en lumière ce sport, parce qu'effectivement, moi, j'avoue, je suis assez fan de sport et je mange l'équipe régulièrement, je mange du sport, des documentaires et autres, et j'ai découvert, c'est en étant sur LinkedIn, donc merci LinkedIn encore une fois, en allant chercher sportif de haut niveau, que je suis tombé sur ton profil. Et c'est dommage, en fait, donc, est-ce que toi, tu te dis il y a de la mise en lumière à faire? Est-ce qu'il y a des éléments avec la Fédé, et je me doute, qui bougent? Faut peut-être rappeler aussi ce qu'on avait dit en off, mais le fait qu'aujourd'hui, il y a 50 000 licenciés dans la fédération de secourisme et de sauvetage, mais c'est pas 50 000 sportifs, c'est la fédération de secourisme et de sauvetage. Il y a toute la partie. Peut-être que tu peux expliquer un petit peu. Ouais, voilà, en fait, dans un club par exemple, il va y avoir donc le côté sauvetage sportif, donc nous les sportifs, et puis après il va y avoir tout ce qui est bénévolat pour les postes de secours, les formations de secourisme, etc., ou les diplômes comme j'ai pu passer et que je recycle. Et donc effectivement, on est sur l'idée de dire que c'est une fédération qui a quand même 50 000 licenciés, c'est pas rien, mais pour autant, c'est le sport de haut niveau comme le tien qui est très peu connu. Je pense que tout le monde sait qu'autour des piscines, il faut ce qu'on appelle un maître nageur, un sauveteur, etc. Enfin bref, on connaît un peu tout ça, et puis on est sensibilisé aussi dans le monde du travail avec les sauveteurs secouristes du travail, donc on fait le lien. Mais par contre, sur le sport, on ne le fait pas énormément. Et donc, toi, dans ta tête, il y a une idée aussi peut-être d'essayer de plus faire connaître, ou il y a des choses qui sont en place avec la Fédé qui sont en train de se faire. Enfin, est-ce que tu as déjà des pistes ou des idées ou des choses dont tu pourrais nous parler? Pour l'instant, moi, je suis plus à mon échelle personnelle, ou juste par exemple venir ici, en fait, je me dis en fait, c'est carrément aussi une opportunité pour faire mûrir un petit peu ce sport, parce que évidemment, je trouve vraiment la discipline super intéressante, mais même le sport en général, entre guillemets, moi, je fais vraiment j'ai vraiment ces valeurs-là de le sport, moi, ça a dirigé un petit peu ma vie, mais en fait, c'est super important, et en fait, il existe plein de disciplines, et ce qui m'a apporté aussi, c'est de m'intéresser aussi à d'autres sports, justement, pas très connus, et du coup, j'avais pas avant ce truc-là, et aujourd'hui, je m'intéresse aussi à aller chercher des disciplines, et puis, je me dis, je trouve qu'on met pas en avant plein de sportifs, plein de disciplines, alors qu'en fait, on se rend pas compte qu'il y a des trucs super chouettes, super difficiles, et qu'il y a des gens qui mettent leur vie qui font vraiment un super beau parcours, et que voilà, c'est dommage qu'on parle toujours de la même chose en fait, parce que c'est riche en fait, il y a plein de disciplines qui sont riches, et voilà, surtout, évidemment, mon sport, j'aime, je le trouve vraiment super bien, surtout le fait qu'on soit en piscine, en mer, ça apporte une diversité aussi, on bouge, ça amène à bouger, je veux dire, je pense que j'ai fait toutes les villes de France, quoi, avec tous les déplacements qu'on fait, non, ça c'est chouette. Et puis je pense qu'il faut rappeler ce que tu viens de dire, mais c'est hyper important, c'est que dans ces disciplines, et je vais essayer de faire en sorte d'aller trouver, c'est pas toujours évident, parce que des fois je trouve des personnes, mais elles n'ont pas forcément envie de venir dans le podcast, on n'arrive pas à se coordonner, mais quand on fait ce genre de sport, c'est vraiment pour l'amour du sport. On peut dire ce qu'on veut. Celui qui va faire du foot, il peut dire j'adore le foot, etc. Et il sait que, et le papa ou la maman, il sait peut-être que s'il y a un potentiel chez le petit, peut-être que je vais pouvoir gagner des millions. Ce qui n'est pas le cas du tout dans ce genre de sport que tu fais, et dans d'autres sports qui sont peu connus, voire pas du tout connus, et où les personnes, elles s'entraînent du matin au soir, entre guillemets, pour essayer juste d'aller faire une performance. Et au fond, là où tu l'as dit tout à l'heure, peut-être en mettant, je vais encore le dire aussi entre guillemets, en danger la réussite des études, ou le côté physique du corps. Donc tu as totalement raison, je pense qu'il ne faut pas hésiter à dire qu'il y a des vraies valeurs derrière ce que tu fais. Ouais, puis il faut y croire aussi, puis moi j'aime bien aussi assumer, défendre quand... parce que voilà, c'est toujours les mêmes réactions, c'est tu fais du sport, le sauvetage, c'est quoi le sauvetage? Donc tu as le petit discours qui revient, etc. Mais moi je trouve ça... Et je me dis qu'au final, en le disant peut-être à plusieurs personnes, ça va venir à... Et après voilà, ça avance dans le sens où par exemple là, nos championnats de France, là depuis 2 ans, ils sont filmés, ils sont en live, donc par exemple nos familles elles peuvent suivre, donc t'envoies le lien à toute ta famille qui peut suivre, donc voilà, ça, il y a des petites avancées quand même, donc ça c'est chouette. Puis il faut le dire aussi, les réseaux, quoi, clairement, ouais. ça permet de partager, de montrer à d'autres échelles, de s'intéresser au plus grand nombre, quoi, on va dire. Il y a des bonnes choses aussi aux réseaux sociaux. On Exactement. est toujours en train de taper dessus, mais ça permet de médiatiser, entre sûr. Guillemets. En tout cas, rien que ne serait-ce que pour les familles, de pouvoir voir son enfant ou les proches en train de faire une compétition
étant à distance, moi je trouve ça déjà top et Bah donc oui, clairement. utilisons la technologie là où elle a du positif. C'est ça. Emma, on arrive au bout. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie de dire et que tu n'as pas pu dire et tu dis mince, pas que je parte sans avoir dit ça, parce que c'est ton podcast après tout et qu'on peut mettre en lumière ton sport et toi en tant que sportif de haut niveau. Donc si tu as envie de dire quelque chose et rajouter. Et moi je trouve ça chouette il y a ce format. Et puis je voulais dire au niveau du sportif de haut niveau, c'est enfin il y en a beaucoup qui m'ont dit aujourd'hui là, parce que je suis en dernière année de master, qui me disent que aussi ça va jouer en fait ce truc sportif de haut niveau. Et je me dis que ça va m'amener aussi, je vais pouvoir m'en servir dans ma vie d'après. C'est-à-dire que quand j'arrêterai le sport ou que je ferai un autre sport, etc. Mais en fait, ça a été l'école de la vie, quoi. J'ai appris des trucs. La personne que je suis aujourd'hui, c'est parce que je suis passée par ce sport-là aussi, mais ça m'a appris des valeurs hyper importantes que je vais réinvestir et que je suis très fière d'avoir aussi aujourd'hui. Et ça amène aussi une rigueur, une discipline et je sais que si c'est un choix à faire, la vie de sportif de haut niveau, moi je l'assume. C'est important de le dire que c'est pas facile tous les jours, parce qu'on voit beaucoup, même sur les réseaux, des choses comme ça, mais en vrai c'est pas facile. Il y a des moments, il y a des périodes, c'est beaucoup plus dur que d'autres. Quand c'est la période hivernale, là c'est plus compliqué. C'est difficile aussi au niveau des proches, faut partir, faut s'éloigner. Nous en sauvetage sportif on a le pôle France là qui est à Montpellier, donc moi j'ai souvent hésité à partir et tout. Après il y a plein de choses à prendre en compte. Est-ce que je me sentirais bien dans un environnement aussi loin? Donc moi j'ai fait des choix et c'est ça que je trouve c'est dur, c'est de faire des choix aussi. Donc ça c'est valable dans la vie personnelle, mais dans la vie de sportif il faut savoir faire des choix, il faut savoir faire des bonnes décisions, les assumer, et puis c'est pas grave si on se trompe, quoi. Faut essayer pour rien regretter, quoi. Et c'est bien ce que tu dis, parce que je rebondis là-dessus. Ici, il y a des recruteurs, des RH et autres qui peuvent ouvrir un peu les yeux sur ça. On a tendance à pas être assez ouvert là-dessus, je dirais, en France. Et quand je dis ouvert, c'est prendre en compte tout ce que tu viens de dire. C'est qu'en fait, tu développes des soft skills. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est recherché en entreprise. Et le reste, tu pourras l'apprendre. C'est les hard skills, les compétences dures, comme dirait quand on veut traduire. Et vraiment, c'est hyper important de dire qu'aujourd'hui, tu arrives en entreprise, te fixer un objectif, être capable de tenir, de faire des choix, d'être une personne qui va accepter de ne pas tout le temps devoir briller, parce qu'au fond, tu as appris aussi ce qu'était la défaite, ce qui n'est pas toujours le cas de certains. Donc, il y a plein de choses des sportifs de haut niveau. Donc, si les recruteurs, les recruteuses entendent ce message, c'est hyper important. En tant qu'ancien RH, j'ai tenté de mettre en avant ça, mais je pense qu'on peut le faire beaucoup plus aujourd'hui. Et donc, tu as raison, tu as appris l'école de la vie avec le sport. Et pour moi, c'est une vraie ligne en plus sur le CV. Donc j'invite les sportifs de haut niveau à vraiment traduire ce qu'ils ont vécu en compétences, en soft skills, qu'ils aillent sur internet, regarder soft skills, ce que ça donne, et responsabilité, autonomie, prise de parole. Tu es venu faire le plaidoyer de ton sport, c'est pas le cas de beaucoup de personnes. Enfin voilà, il y a plein d'éléments, donc tu as totalement raison. Sers-toi de ce que tu as appris pendant toute cette partie de sport et tout ce qui va encore t'arriver pour en faire des compétences à transférer. Merci à toi d'être venu jusqu'ici. Merci, je trouve le format super intéressant et puis ça me faisait plaisir. Merci beaucoup, au plaisir. Merci, au revoir. Et voilà, c'est le coup de sifflet final, fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange, et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify, ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts ? Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet, Votre Histoire est un cadeau, sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport, et à très vite sur nos réseaux sociaux.